Très tôt, Adama Kanté se passionne pour le travail de la terre. Le jeune homme ne vient pourtant pas d'une famille de paysans, c'est un enfant de Bamako. J'ai commencé l'entrepreneuriat agricole à l'âge de 14 ans avec un capital de 10 000 francs CFA. J'ai acheté un arrosoir, une daba et quelques graines. Et voilà, je me suis lancé. Quelques années plus tard, en 2017, Adama Kanté, alors 18 ans, crée son entreprise agricole, Food Santé. Au départ, il loue une parcelle d'une vingtaine de mètres carrés. Aujourd'hui, il dispose de 7 hectares, toujours ici dans le quartier de Niamakoro-Kourani, dans la périphérie de Bamako. En très peu de temps, son activité explose grâce notamment à cette vidéo publiée l'année dernière sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me retrouve au fond de mon puits, d'une profondeur de 12 mètres. Des millions de vues. Le Mali découvre ce tout jeune homme, les pieds dans la boue, qui se démène pour faire jaillir de l'eau au fond de son puits asséché et sauver ainsi ses plantations. Tout entrepreneur est confronté à certaines difficultés. Donc pour moi, c'était une étape que je devrais sauter pour pouvoir vraiment arriver. Nous transformons tout ce qui est produit de première nécessité dont les dames en ont besoin. En ont besoin pour pouvoir faire tout ce qui est cuisine, ménage et tout ce qui va avec. Et maintenant, il y a un troisième portefeuille que nous avons mis en place qui est Sougou Mobile. Sougou Mobile, ce sont nos marchés de proximité que nous avons mis en place afin de pouvoir vraiment répondre à un besoin important aussi. Parce que vous allez voir que j'en suis sûr et certain que la majorité des pays africains, soit peut-être les pays en voie de développement, c'est le même défi, c'est le même challenge qui est là. Vous allez voir dans les plus grands quartiers, il n'y a qu'un seul marché principal ou deux marchés. Donc tout le monde, toute la population du quartier est censée aller acheter ces produits-là dans ce seul marché ou bien dans les deux marchés. Donc maintenant, avec le Covid et beaucoup de réalités quand même nous ont fait penser à pouvoir mettre en place ces marchés de proximité, donc de vendre des produits de première nécessité, des produits plus précisément agricoles à des prix assez abordables qui commencent à partir de 25 francs CFA. Donc les produits vendus au sein de nos marchés de proximité commencent à partir de 25 francs CFA. Parce que là, notre objectif, c'est pas des riches personnes, ce sont pas les riches personnes qui vont acheter nos produits, c'est la classe moyenne et la classe basse. Parce que là, eux, ils ont un régime alimentaire assez régulier, assez stable. Et voilà, donc nous aimerions évoluer avec ces personnes comme clients. Voilà un peu la présentation de nos entreprises dont je suis promoteur à 100%. Et maintenant, en parlant de l'agrobusiness, euh, il faut reconnaître que c'est l'un des secteurs prioritaires en fait dont le continent doit en faire face parce que pour parler d'éducation, pour parler de santé, pour parler de tout autre secteur, pour parler de digitalisation et tout autre secteur qui est affilié, il faudrait que on consomme quelque chose pour venir nous mettre à table et pouvoir discuter de ces différents autres défis qui est là. Donc on voit aussi que le secteur de l'agro-business, tout d'abord je vais définir l'agro-business. Donc l'agro-business, c'est l'ensemble des activités relatives à l'agriculture. Et en parlant d'agriculture, il y a trois secteurs principaux, il y a 3 à 4 secteurs principaux qui est là. Nous avons le volet production agricole. En parlant de production agricole, il y a la production animale ou soit la production végétale. Production végétale, on pense à tout ce qui est production de mil, de riz, production maraîchère. Production végétale et animale, il y a tout ce qui est bétail, élevage, voilà, on entend ça par là. Et après la production, il y a le volet transformation agroalimentaire. On transforme les jus, les bouillons, les céréales et tout autre produit dérivé qui peut en sortir. Voilà le volet transformation. Et nous avons le volet distribution qui est là. Le volet distribution ou commercialisation des produits agricoles sur laquelle Sougou Mobile, nous avons mis en place notre portefeuille d'investissement Sougou Mobile qui s'occupe de la distribution des produits agroalimentaires. Et là encore, il y a un autre quatrième qui est là, quatrième et voire cinquième, qui est le machinisme agricole. Donc, il y a le machinisme agricole qui est de faire les tracteurs et autres machines qui peuvent vraiment faciliter
les activités au sein du milieu agricole. Et là, un cinquième, ce sont les nouvelles technologies qui sont utilisées dans le secteur agricole, telles que l'utilisation des drones, quelles sont les applications qui peuvent interconnecter les agriculteurs, voilà, quelles sont les applications qui peuvent nous renseigner sur tout ce qui est bonne pratique agricole, tout ce qui est renseignement au niveau pluviométrie et tout ce qui va avec. Donc, ce sont des solutions quand même que beaucoup de jeunes aussi sont dans cette dynamique pour pouvoir instaurer ces facilités pour pouvoir rendre un peu le secteur agricole plus facile au niveau dans l'ensemble de son activité, quoi. Donc, voici un peu la présentation de l'agrobusiness de manière générale. Et aujourd'hui, une chose doit faire de telle sorte que nous soyons beaucoup orientés vers ce secteur agricole, c'est la potentialité. Parce que là, ça me fait un peu sourire et tout. Donc, c'est la potentialité dont le secteur en regorge. Donc, les différentes études qui ont été menées sur l'agrobusiness en Afrique d'ici l'objectif 2050, c'est que l'objectif 2030, c'est ça. Donc, c'est que le marché de l'agrobusiness va quitter les 300 milliards de dollars pour avoisiner les 1000 milliards de dollars d'ici l'objectif 2030. De quoi faire profiter les petites et moyennes entreprises et autres exploitants agricoles. Donc voilà un peu tout ce qui doit nous motiver vraiment à aller vers ce secteur. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 300 millions dans le secteur agricole aujourd'hui, dans, dans 10 ans à peu près, va gagner 1 milliard de francs CFA. Voilà un peu en ces termes-là comment je peux expliquer un peu ces différents chiffres. Et maintenant, aujourd'hui, c'est qu'on va parler de manière un peu réaliste parce que moi, mon objectif, c'est que je suis là en tant qu'agriculteur et entrepreneur agricole à vous inciter, peut-être vous qui êtes intéressés par le secteur agricole, ou soit d'autres personnes qui n'ont pas d'orientation aujourd'hui de pouvoir se lancer dans l'agriculture, mais puissent partager un peu les différentes expériences et peut-être dans les jours à venir, c'est se lancer aussi dans cette même dynamique que nous. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les importations de l'Afrique par rapport aux denrées alimentaires. Ce sont des millions, des milliers et des milliers de tonnes aussi qui sont importées. Aujourd'hui, quand vous venez en Afrique, vous allez voir que 90% de ce que nous consommons sont tout importés. Donc, c'est tout importé. C'est une économie dans d'autres pays qui se développe. Et ces développements-là, ces économies qui se développent, deviennent de plus en plus puissants parce que l'économie, c'est vraiment elle qui, qui démontre un peu qui différencie un peu les différentes puissances, mondiales aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce dont moi j'aimerais vraiment parler. Donc, c'est que aujourd'hui, nous pouvons faire 10 jours sans connexion Internet, nous pouvons faire la politique, nous pouvons nous en passer de tout autre secteur quand même qui sont là. Mais le secteur de l'agriculture quand même en reste un majeur défi. Donc il faudrait que tout le monde apporte sa pièce à pouvoir vraiment se structurer un peu dans le domaine agricole. Maintenant, se lancer dans le domaine agricole aussi ne veut pas dire que je vais produire tout à la fois. Et là, c'est un des créneaux qui font que beaucoup de gens viennent en Afrique et la diaspora précisément vient en Afrique, ou soit peut-être des jeunes qui veulent se lancer dans l'agro-business vraiment échouent principalement. Et cela est dû à soit des manques d'expertise dans le domaine ou bien de manque de conformisme face au secteur agricole et aux défis vraiment de la société qui est là. Non, on ne peut pas quitter par exemple en Europe en sachant que les produits eux, ils sont quittés dans cette dynamique produits bio et ils sont dans cette dynamique produits bio et tout. Donc le coût de la vie est assez élevé et qu'en Afrique, le coût, il y a vraiment, il faut le dire, il y a la pauvreté qui est là, il y a l'insécurité alimentaire qui est là, il y a, voilà, il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Donc maintenant, il faudrait adapter des produits, et faire des produits un peu plus réalistes et qui sont adaptés à la réalité, parce qu'au niveau économique, au niveau du prix aussi. Donc il y a tous ces facteurs-là qui doivent être pris en compte. Et on ne se lance pas dans le secteur agricole parce que les autres sont lancés dedans. Non, non, non. On se lance dans le secteur agricole avec de l'expérience. Quand je dis expérience, ça ne veut pas dire que, OK, je dois aller apprendre d'abord, ensuite de pouvoir
venir commencer ça. Si on voit aussi que dans ce secteur d'expertise-là, de partir peut-être dans les stades de formation et pouvoir revenir s'instaurer dans l'agriculture, on voit que 80% de ces personnes-là échouent parce que de manière pratique, ce sont des thèmes théoriques qui sont des sujets théoriques qui sont développés ailleurs, peut-être qu'ils prennent ça et qui viennent, qui sont pas réalistes face aux défis du changement climatique qui sont là aujourd'hui. Donc, ça fait que si vous vous lancez de cette manière-là, et je produis parce que, ah, on m'a dit que Adama produit la tomate, il s'en sort bien, donc moi je viens, je produis la tomate. C'est pas comme ça que ça se fait. On vient, on essaie d'étudier un peu l'environnement. Ah, cette personne, Adama a de l'expertise, je viens vers Adama. Ah, Adama, j'aimerais commencer tel projet, mais j'aimerais que vous m'aidiez un peu, que vous m'aidiez à pouvoir structurer un calendrier de production. Et avec ce calendrier de production, de par tes expériences, donc moi, je viens auprès de toi, tu fais la supervision de mes produits jusqu'à ce que peut-être un mois, 2 mois ou bien juste une production pour que vous aussi, vous puissiez avoir un peu cette capacité technique de pouvoir mieux contrôler, mieux diriger en fait vos différentes productions. Là, ça peut être un facteur de réussite, mais on se lance pas en disant que lui, il s'en sort et directement, je viens, je me lance dedans. Donc aussi, il y a un facteur quand même qui peut être hyper intéressant pour une personne qui veut se lancer dans l'agriculture, c'est de pouvoir se spécialiser en fait. Nous, aujourd'hui, moi, j'avais un objectif, j'avais un challenge qui fait que je suis aujourd'hui dans la chaîne de valeur agricole. Et cette chaîne de valeur agricole, c'est la production, c'est la transformation et c'est la distribution. Et maintenant, c'était un défi personnel pour moi quand même de pouvoir arriver. Mais aujourd'hui, si moi je dois conseiller un jeune, c'est d'aller d'abord sur un maillon. Puis une fois que ce maillon est bien structuré, bien développé, s'étendre sur d'autres maillons. Voilà, voilà un peu, même jusqu'à présent, j'ai ces difficultés, mais avec les différentes stratégies organisationnelles que nous mettons en place, ça fait que tout devient un peu plus facile. Parce que dans la chaîne de valeur agricole, c'est une dynamique qui permet à l'agriculteur de pouvoir mieux rentabiliser en fait ses différents investissements. Parce qu'au niveau de la production, vous allez, vous allez trouver des marges. Au niveau de la transformation, c'est une autre valeur ajoutée. Et quand vous distribuez, c'est encore mieux encore. Vous voyez, et là, ça peut vous permettre de pouvoir maîtriser un peu les coûts de production au niveau de vos produits, de votre entreprise et de pouvoir donner les produits moins chers. Par exemple, nous, aujourd'hui, on vend nos produits à partir de 25 francs CFA. Mais maintenant, si on se structure sur une seule chaîne, par exemple, la transformation et dire que nous allons vendre peut-être nos produits, non, par exemple, si on se euh, focalise seulement sur la distribution et dire que nous allons vendre nos produits à partir de 25 francs, c'est pas évident que nous pourrions vraiment bien nous en sortir. Mais maintenant, nous, au lieu que nous achetons les pâtes de tomates qui sont transformées en Chine, nous avons des formules développées ici au Mali et pouvoir vendre des pâtes de tomates qui sont à partir de 25 francs CFA et nous les mettons dans des petits sachets. Mais bien vrai que ces sachets ne sont pas personnalisés actuellement, mais ça fait notre affaire parce que notre clientèle cible n'a pas besoin de ce côté marketing actuellement. C'est vrai que le côté marketing, ça va demander un peu de moyens financiers assez conséquents pour nous afin de pouvoir développer ça et pouvoir euh, valoriser encore plus le produit et pouvoir avoir plus d'attractivité. Mais ce que nous avons remarqué avec notre système que nous avons mis en place, c'est que nous n'avons pas besoin de communication parce que nos clientèles cibles, ce sont généralement des femmes de ménage. Et ces femmes de ménage, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de connectivité. L'Internet n'est pas assez développé aujourd'hui en Afrique pour pouvoir permettre à ces femmes-là de pouvoir être tout le temps connectées, pouvoir faire des campagnes de communication digitale et tout. Donc, et aussi, un de ces défauts aussi, c'est le manque d'analphabétisation. Le manque d'alphabétisation qui fait que elles sont pas adaptées à cela. Et même nous, avec nos marchés de proximité, on vient avec on installe nos kiosques, comme vous voyez, avec l'image de Monsieur Camara. Alors, vous allez voir que nous installons déjà les différents kiosques pour créer un suspense pendant 2 jours, 3 jours, et derrière, ça marche super bien. J'espère que vous me recevez.
Ouais, 5 sur Moi, 5. moi je dirais soir. Ouais, ça Ok, va. d'accord, super. Donc voilà, donc nous, on n'a pas besoin de communication par rapport à ça. Donc ça fait que nous, par exemple, on a un budget très réduit par rapport à la communication. Nous faisons des communications, par exemple, sur tout ce qui est investissement au sein de notre entreprise. Et voilà, et le système qui est déjà en place tourne très, 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 très bien. Désolé, je suis un peu de connexion. Excusez-moi. Je suis un peu dans les champs et tout, donc ça fait que c'est pas un peu facile pour moi. C'est bon? Vous me recevez? Pour le soir 5 sur Ouais, 5. 5 sur 5, 5 sur 5. Ok. Donc aujourd'hui, quand même, tous ces paroles-là, c'est que moi, à la base, il faut retenir que euh, je vous dis ça de manière réaliste parce que moi, je suis pas, j'ai pas fait des études en agronomie, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font master en agronomie qui viennent faire stage chez moi au sein de nos différentes entreprises, en fait, pour pouvoir avoir plus d'expérience. Donc, ce qui veut dire que n'attendez pas, quand on dit expérience, l'expérience peut être acquise facilement aujourd'hui, parce que par exemple, du fait que moi je suis là, je vous partage quelque chose que peut-être si vous étiez lancé, vous allez échouer d'abord avant de pouvoir connaître à cela. Donc aujourd'hui, quand on parle d'expérience, c'est de pouvoir approcher des gens expérimentés, échanger avec eux et directement avoir cette expérience-là. Avec cette expérience, vous les confrontez face à votre défi et directement vous essayez de voir quels sont les atouts quand même qui peut vous aider à pouvoir mieux vous orienter et directement vous foncer dedans. Donc moi, à la base, je me suis lancé un peu dans l'agriculture à 14 ans. Donc, ça trouvait que c'était suite à des difficultés financières de pouvoir de pouvoir financer mes études supérieures parce que j'avais la possibilité d'aller à la faculté publique, à l'université publique, mais j'avais vu une autre opportunité parce que je faisais à la base de la science, lettres, la littérature et langue. Et maintenant, je me voyais seulement en tant qu'interprète à l'époque. Donc, je me voyais en tant qu'interprète parce que j'aimais beaucoup l'anglais. Je me suis dit, bon, si c'est pas interprète, qu'est-ce que l'anglais peut m'apporter en dehors de ce que je faisais, en dehors de ce que j'ai appris en fait. On y voyait une unique opportunité seulement avec l'anglais. Mais à l'approche des examens du baccalauréat, il y a un établissement qui est passé nous voir au sein de notre lycée et ils nous ont parlé un peu de l'orientation universitaire et tout. Donc, nous, j'ai été vraiment surpris par quelque chose, c'était la polyvalence des étudiants. Moi, j'ai vu qu'il y a des étudiants qui ont fait la série langue et littérature, mais qui se sont orientés vers ces domaines, euh, vers ces séries de comptabilité, de finance, voilà, et ils parviennent à avoir de l'emploi avec ça. Donc, c'était vraiment de la motivation qui était là. Et aussi, on voit généralement que en Afrique, les jeunes qui sont dans les séries scientifiques s'intéressent peu, par exemple, à les langues comme l'anglais et tout, alors que la langue anglaise, par exemple, je sais que c'est la langue la plus utilisée au monde avec beaucoup voilà, de manière internationale, je prends un peu comme ça, voilà, avec ces différentes opportunités. Je voyais que ces étudiants qui ne s'intéressaient pas à l'anglais parlaient bien l'anglais et tout. Donc, moi, je me suis dit, bon, c'était l'établissement l'université qu'il me fallait après les études universitaires, voilà, après les études secondaires et tout, donc pour pouvoir vraiment avoir plus de compétences, avoir de nouvelles orientations, être quelqu'un de polyvalent. Donc, j'ai vu que les frais d'études supérieures, c'était vraiment cher. Moi, dès lors, je savais que ma famille n'allait pas pouvoir payer parce que mon père, il est chauffeur à la base et moi, je savais que les revenus avec voilà, c'était pas facile, quoi. Donc, on a dû déménager même en milieu rural suite à des difficultés financières. Et là, c'est là, moi, j'ai découvert l'agriculture et tout. Donc, je me suis dit, OK, bon, les autres enfants de la zone partaient pendant les saisons pluvieuses, prenaient de la daba et partaient dans les champs pour aller cultiver, alors que moi, j'étais pas habitué à ça. Donc, je me suis dit, quand ils sont partis, moi aussi, je suis allé chercher une daba quelque part et je les ai suivis. Je me suis dit, Adama, toi, on te voit seulement faire des visites, mais t'es pas un agriculteur, t'es pas habitué. Moi, j'ai dit, OK, la zone dont je dois censé cultiver, c'est 20 mètres sur 20 mètres à 1000 francs à l'époque. Donc, vous cultivez
les maïs et tout ça. Et si vous finissez, on vous donne 1000 francs CFA. Il dit, OK, prenez ma dimension, donnez-moi. Et si je ne parviens pas à pouvoir cultiver convenablement, donc vous n'allez pas me payer. Et directement, moi, j'ai fait le travail assez rapidement possible. Et le monsieur, il a été bien surpris et tout. Donc, ça fait que il y a ce lien qui a été créé. Et déjà, moi, je venais encore travailler. Donc, j'ai dû mobiliser un capital de 10 000 francs CFA. Et avec ce 10 000 francs CFA, j'ai acheté un arrosoir. C'est vraiment réaliste ce que moi j'ai dit. C'est un arrosoir, c'est 2500 francs CFA. Des pépinières. J'ai acheté des pépinières de salade, premièrement, à 2500, 2000 francs CFA. Et le reste, c'était des petits dabas de 1000 francs. Et voilà, avec ces producteurs, j'ai négocié ces mêmes surfaces de 20 mètres sur 20 mètres carrés. Donc, je me suis lancé directement dans la production. Le matin, il fallait que je me réveille à 5 heures, 5h30, max, 5h30. Voilà, c'était le maximum. Donc, je me réveillais pour pouvoir vraiment aller au champ dans le noir et tout. Donc, arroser un peu les champs pour pouvoir venir à la maison plus tard à 6h30, changer mes habits et tout, aller à l'école. Donc, ça a commencé au lycée. Voilà, parce qu'on devait rentrer à l'école à 8h et à 17h encore, j'étais censé quitter l'école pour venir aussi dans la zone de production arroser et rentrer à la maison 19h30, 20h comme ça. C'était pas vraiment facile, mais c'était vraiment l'objectif parce que j'étais rassuré en me disant que j'aurais le bac et parce que je sais ce que je suis en train de faire comme effort. Et dès que j'ai eu le bac, donc je me suis inséré dans cet établissement. Et une fois que j'ai été là-bas, bon, ça m'a permis quand même à moi de pouvoir avoir beaucoup de compétences, avoir beaucoup plus de motivation parce que ils ont commencé à animer des formations sur un peu l'entrepreneuriat. Et aussi, ce qui était bien, c'est que ils nous partageaient, c'était un système français qui était dans cet établissement, ils nous partageaient un peu des moments de réussite de certains jeunes à bas âge, à 14, 15 ans, à 20 ans, qu'est-ce qu'ils arrivaient à pouvoir faire pour impacter positivement leur communauté. Donc ces vidéos de motivation quand même m'ont aidé à pouvoir booster un peu plus tout ce qui est mes compétences par rapport à l'entrepreneuriat, à pouvoir faire des recherches et tout. Parce qu'à un moment, moi, je me disais que, OK, si je connais pas quelque chose, je pars sur YouTube, je pars sur Internet, paf, je fais mes recherches et j'ai mes compétences et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé afin de pouvoir payer mes études supérieures. Donc, à un moment aussi, je me suis dit, ben, il y a forcément des partenaires qui doivent être dans le domaine de l'agriculture, qui veulent aider des jeunes. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai fait recherche des partenaires pour Mali qui veulent aider les entrepreneurs agricoles. À travers ça, j'ai rencontré des partenaires, j'ai pris leurs contacts, je les ai appelés, mais ça passait pas suite à Google Maps. Donc, je me suis dirigé un peu vers leur entreprise, parti leur raconter un peu ce que je faisais, mon histoire et le secteur. Ça prouvait que j'avais 18, 19 ans, comme ça, 18, 19, 17 ans. J'ai eu à participer dès lors, ils m'ont offert l'opportunité de pouvoir participer à une caravane télé-réalité sur l'axe Burkina Faso-Togo. Le, vous me recevez? Oui, ça va maintenant. Ok, d'accord. Donc, on a eu à faire une visite d'études sur le centre Songhai, échanger avec des mentors pour pouvoir encore plus nous inspirer. C'était une campagne, une excursion agricole, vraiment avec des défis parce que c'était pas confortable et voilà, donc il fallait s'adapter à tous ces changements-là, à tous ces changements de zone, de pays et pouvoir apprendre sur l'agriculture et encore, il y avait une compétition qui était là, donc avec 60 jeunes entrepreneurs agricoles. Donc l'objectif était de préparer un pitch et pouvoir défendre son projet le mieux possible, quoi. Donc, moi, j'ai participé à cette compétition et j'étais le moins âgé et j'ai remporté ce premier prix comme meilleur espoir de l'agro-business. Et voilà, donc ça m'a donné encore plus de motivation à continuer. Maintenant, là, en 2020, suite à une vidéo, ça trouvait que c'était pas facile. Suite à une vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux qui a fait à peu près plus de 4 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, c'est cette vidéo-là. Je dirais que c'était un petit plus ce que vous voyez là derrière.
c'était un petit puits à la base. Et maintenant, il y a possibilité de pouvoir agrandir les petits puits, voilà. Donc nous, en son temps, on s'est dit, OK, on va commencer à creuser le puits vu qu'on n'avait pas de moyens financiers pour pouvoir creuser un puits à grand diamètre. Donc on essayait de voir pendant les heures de pause, on venait, on prenait le temps de pouvoir creuser un peu, jusqu'à ce que c'est pas commencé en une année, c'est pas fait en une année, c'était plus de 3 ans qu'on était sur le puits. On s'était donné le challenge, moi et mon équipe. Donc l'équipe changeait parce que la main-d'œuvre agricole aujourd'hui, vous avez une et demain, cette personne part et il y a une autre personne qui venait, mais quand même, c'était moi le cerveau quand même du projet et tout. Donc, on a eu à causer. Et l'objectif même avec la vidéo, donc je dirais que c'était mon temps, c'est comme une personne quand même qui persévère peut-être à un moment, il y a la visibilité qui vient, il y a toute autre opportunité, un tas d'opportunités quand même qui vient. Moi, j'étais là, c'est pas chaque jour qu'on a un investissement de 1,5 million, 2 millions pour pouvoir travailler avec. Et moi, je me suis débrouillé pour avoir cet investissement comme ça. Donc, pour pouvoir développer mon entreprise. Des appels qui déstabilisent un peu ma connexion. Allô, vous me Maintenant, ça va maintenant. recevez? On vous reçoit. Allô, vous me recevez? Maintenant, ça s'est entrecoupé, mais ça va maintenant. Voilà, mais maintenant c'est bon? C'est bon, Oui, c'est oui, bon. c'est bon, c'est bon. Euh, bon, maintenant, avec la vidéo, en fait, c'est que je disais que c'est pas tous les jours qu'on a un investissement peut-être de 1 million, 2 millions, avec lequel on a commencé 10 000 francs CFA pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Donc, sans subvention, et qu'on essaie de se battre au jour le jour et qu'on voit que la sécheresse vient et que euh, tous les plantes commencent à mourir, le puits commence à tarir et tout. Donc, ce jour-là, moi, j'avais personne pour pouvoir m'accompagner par rapport à l'activité que je faisais. Donc, j'ai décidé de ne pas laisser mes plantes mourir et continuer à descendre encore dans le puits pour pouvoir se creuser. Peut-être c'était mon seul espoir de pouvoir avoir encore plus d'eau le lendemain. Voilà, je disais que voilà, c'était le seul espoir pour moi de pouvoir avoir de l'eau pour pouvoir euh, arroser mes plantes afin qu'ils survivent. Donc là, moi, j'ai favorisé quand même entre moi et mes employés une mutualité qui fait que, bon, si vous venez, on est tous amis, on est tous frères, on est tous sœurs. Donc c'est un peu ça, même les dames qui viennent travailler journalièrement, c'est qu'il n'y a pas de supériorité, c'est qu'on se met sur la même longueur d'onde et on essaie de pouvoir avancer. Voilà. Donc, c'était mon mental et voilà comment est-ce que moi j'ai pu gagner la confiance de mes employés pour pouvoir vraiment aller avec eux. Donc, étant dans le puits, on dansait, on chantait et tout. Quelqu'un me dit, patron, est-ce que tu peux faire une vidéo? Voilà, j'ai dit, comme j'avais l'habitude de faire des vidéos, mais je postais rarement ces vidéos. Donc, moi, j'ai parlé de cette vidéo euh, en voulant inciter les jeunes à ne pas attendre les moyens financiers ou l'État pour pouvoir commencer leur projet, mais c'est de commencer avec le minimum de capital qu'ils ont ou le minimum de fonds qu'ils ont pour pouvoir vraiment réaliser leur projet. Donc, il y a vraiment une phrase magique qui est sortie en moi ce jour-là qui disait que le premier investissement d'un entrepreneur, c'est d'abord sa passion pour son projet. Le premier investissement d'un entrepreneur, c'est d'abord sa passion pour son projet. Parce que vous allez voir que il y a des gens qui vont se lancer dedans. Voilà pourquoi cette phrase-là, elle est très importante. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, c'est sûr et certain que vous connaissez certainement des gens qui se sont lancés dans l'agriculture et en fin de compte, qui ont abandonné. Ou bien vous allez voir auprès de vous des gens qui ont commencé des activités mais c'était pour avoir des revenus comme ça n'a pas marché automatiquement et ils ont abandonné. Donc maintenant, c'est la différence entre ce type de personne et un passionné. Un passionné, c'est quelqu'un, quelle qu'en soit la difficulté, il va pouvoir se retenir, il va pouvoir
voir en ces difficultés comment créer de nouvelles opportunités afin de pouvoir valoir son projet, afin de pouvoir persévérer, afin de pouvoir accroître en fait son activité. Donc c'est un peu ça. Donc dans toute activité que vous voudriez faire, c'est qu'il n'y a pas de peur du revenu par rapport à ça. L'essentiel, c'est d'avoir une indépendance financière. Et il ne faudrait pas qu'on nous détrompe en fait de soit un appel, mais je vais pas. Sauf quand le micro est fermé. Ah, oh. Voilà, c'est bon maintenant. Oui, ça va maintenant. Donc, je disais que il faudrait pas qu'on nous détrompe en fait d'une réalité. En tant qu'entrepreneur, l'objectif c'est d'avoir une stabilité financière. Maintenant, le nombre de riches dans le monde ne représente pas moins que 2% de riches dans le monde. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir atteindre c'est d'être parmi ces deux personnes ou bien soit de pouvoir euh, dépasser ce portion de deux personnes à cinq personnes, à 10 personnes, et de 5%, de 2% à 10% ou soit à 5%. Voilà, on voit que c'est assez difficile, surtout avec les réalités. Mais quand même, l'objectif, c'est d'avoir une indépendance financière. Voilà, donc c'est que en tant qu'entrepreneur, il faudrait qu'on enlève cette idée imaginaire d'avoir tout le temps des milliards, des milliards, des milliards, mais c'est d'abord avoir une indépendance financière. Et lorsqu'on a une indépendance financière, on peut essayer de pouvoir nous lancer, nous fixer d'autres objectifs, de pouvoir être riche. Voilà, donc c'est un peu ça, parce que être riche, là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Avoir aussi une indépendance financière demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, ce sont des objectifs quand même qu'il faut savoir bien les structurer et ensuite aller de l'avant. Parce que si on vous dit que vous devrez commencer un projet, dans un projet et que vous allez commencer à être riche à partir de la 10e année du projet, est-ce que tout le monde a cette capacité de patienter pendant 10 ans? Mais maintenant, c'est de se mettre en tête que, OK, je serai indépendant financièrement dans quelques temps, mais être riche, c'est dans 10 ans, voilà, dans 15 ans, dans 20 ans. Voici un peu ce dont moi je veux vraiment faire échanger par rapport avec vous. Et j'espère que j'ai pas été trop long. Et si vous avez des questions, peut-être je pourrais pas tout dire maintenant, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et même une dernière chose, c'est que je vais vous présenter quand même ma société d'investissement avec ses différents débouchés, peut-être de collaboration avec pour ceux qui seront intéressés, bien évidemment, à faire des partenariats d'investissement avec notre entreprise. C'est que nous sommes une entreprise, une société d'investissement agricole, comme dit. Donc, nous évoluons dans dans le domaine de l'agrobusiness sur toute sa chaîne de valeur, production, transformation et distribution des produits agroalimentaires. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre en place des portefeuilles d'investissement assez rentables pour permettre, pour pouvoir maximiser au maximum les, les, les différents investissements des investisseurs au sein de notre entreprise. Donc là, pour cela, nous avons des divers objectifs. Même au niveau de la production, c'est de pouvoir quitter les 7 hectares pour avoisiner les 17 hectares de production. Et au niveau de la transformation, avoir de nouvelles machines pour pouvoir mieux automatiser ou mieux industrialiser en fait nos circuits de transformation. Et au niveau de la distribution, c'est que nous avons mis en place un second modèle qui sont des marchés de proximité. Que notre objectif au Mali cette année, c'est de pouvoir installer 200 marchés de proximité et d'ici fin 2022 et après 2022 quand même, c'est de pouvoir nous étendre dans d'autres régions du Mali, mais aussi pouvoir nous implémenter dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal pour l'instant. Donc c'est un peu ça notre objectif. Et il y a d'autres objectifs quand même, d'autres portefeuilles qui sont en cours de création, plus innovants encore. Donc l'objectif quand même, c'est de pouvoir faire des partenariats d'investissement avec des investisseurs, mais qui font pas d'eux des actionnaires au sein de notre entreprise. Parce que pourquoi? Pour un début, nous ne proposons pas des partenariats d'actionnariat parce que nous voulons évoluer avec
les investisseurs à court, moyen et long terme, en fait. C'est à moyen et long terme quand même qui nous intéressent le maximum. Et peut-être à court terme, ce sont des gens, par exemple, qui ont des investissements, qui ont peut-être d'autres projets supplémentaires, mais qui investissent en attendant de pouvoir avoir peut-être de leur capital suffisant pour pouvoir réaliser leur projet et pouvoir bénéficier des rémunérations et en fin de compte retirer leur capital investi à 100% pour se concentrer sur leur projet. Donc maintenant, ces partenariats d'investissement nous permet à nous, en tant que notre entreprise, de pouvoir étudier un peu le comportement des investisseurs parce que ça peut être une opportunité quand même de partager avec vous cette petite expérience qui fait que moi, j'ai été bloqué, par exemple, sur le projet Séné et Food Santé avec un investisseur avec qui il était actionnaire au sein de l'entreprise qui avait failli à ce que moi-même je quitte mon poste de promoteur de l'entreprise et que lui devient actionnaire majoritaire. Et ça a vraiment, vraiment euh, fait retarder l'entreprise jusqu'à à peu près une année sans activité alors que nous disposons de tous les moyens pour pouvoir vraiment faire avancer votre entreprise. Et si vous êtes entrepreneur, sachez à qui vous avez affaire par rapport à l'investissement. Si ce sont des conseils, parce que si vous travaillez avec des personnes qui ont cette mentalité entrepreneuriale, ça peut vous permettre que lorsque même vous avez des investissements et que les choses passent et ne va pas comme prévu, donc cette personne pourrait vraiment comprendre et pouvoir vous accompagner en tant qu'associé à pouvoir vraiment trouver des solutions pour pouvoir développer l'entreprise. Mais si vous êtes engagé avec des personnes qui sont soit des hommes d'affaires et qui viennent, qui veulent gagner rapidement tout de suite maintenant, donc ça va pas vraiment, vraiment facile si votre entreprise n'est pas vraiment assez fructive à un certain degré. Voilà pourquoi nous proposons actuellement des partenariats d'investissement et voir un peu à la longue les partenaires d'investissement qui seront plus intéressés et qui auront à pouvoir vraiment appréhender nos différentes politiques de développement par rapport à l'entreprise, voir comment est-ce que nous pourrions les proposer des partenariats d'actionnariat. Et une fois que vous investissez au sein de notre entreprise, c'est un capital minimum de 1 000 euros. Nous avons des investisseurs qui sont à 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros d'investissement. D'autres sont à 1 500 euros, 2 000 euros. Donc, ça va dépendre de votre capacité d'investissement et, et votre investissement est rémunéré jusqu'à 40% de votre capital investi par an. Vous avez la possibilité qu'on vous paye une rémunération globale annuelle qui est les 40%, ou soit une rémunération trimestrielle qui est 10% par trimestre et déjà en fin d'année, on atteint les 40%. Voilà, donc c'est un peu ça. Et le contrat d'investissement se fait sur une durée minimum d'une année. Donc, la durée minimum du contrat, c'est une année. Vous avez la possibilité d'évoluer soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand même. Il n'y a pas de durée quand même fixe, mais il y a des gens qui peuvent faire des contrats sur 2 ans ou 3 ans et avec des possibilités de renouvellement de leur investissement ou bien de renforcement de leur capital d'investissement au sein de l'entreprise. Et une avant-dernière chose, c'est que une fois que vous investissez votre Voilà, je disais que une fois que vous investissez votre capital au sein de notre entreprise, à la fin du contrat, vous avez la possibilité de réinvestir ou soit de récupérer votre capital à 100% sans que aucun frais ne soit déduit de votre capital. Voilà. Et maintenant, en dernier lieu, c'est au niveau de la garantie. Notre entreprise garantit à 100% les différents investissements au sein de notre entreprise. Nous avons un staff financier un conseiller et des conseillers juridiques qui travaillent au barreau de Paris, donc pour pouvoir nous accompagner vraiment dans tout ce qui est vraiment aspect formalisation et respect surtout de nos engagements face à nos pairs, face à nos partenaires. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire par rapport aux différents investissements. Voilà. Merci. Merci, merci, merci infiniment. Sincèrement, c'est déjà très bon. Et je vois que tu te débats avec le réseau et les conditions dans lesquelles tu fais la vidéo. Sincèrement, dit merci infiniment. Donc, on va passer à l'étape des questions. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez signaler peut-être par message ou bien vous pouvez prendre la parole directement.
Monsieur Silio qui veut poser une question. Silio, vas-y. Silio Soro, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Ok. Donc, bonsoir à tout le monde et bonsoir au frère Kanté. Bonsoir, Soro. Silio. Bon, Bien. oui, Merci. la question que je vais poser sera un peu longue, mais Oui, je vais la poser rapidement pour permettre aux autres de poser leurs questions. En fait, bien sûr. vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Voilà. En fait, lors de votre présentation, j'ai eu à noter quelques points. Le premier point, D'accord, c'était au niveau de la politique, voilà, de la politique des marchés de proximité. Voilà. bien Vous sûr. avez parlé des marchés de proximité et la politique, je ne sais, j'ai pas compris, c'est-à-dire le système que vous avez mis en place pour pouvoir, je vais dire, avoir, comment on appelle ça, pour pouvoir avoir vos produits dans, je veux dire, pour pouvoir avoir vos Bien, produits proches de la population. Voilà. Ça, c'était la première remarque. Je veux savoir la ok. politique que vous avez mis en place d'abord. Et le deuxième point, c'était un peu au niveau de la problématique du foncier en Afrique. Voilà, puisque Ok, vous parlez, on parle ici d'agriculture, on parle d'agrobusiness. Alors qu'on sait qu'en Afrique, on a tendance à dire qu'en Afrique, on a les terres qui sont fertiles. Quand on parle d'agriculture, c'est comme si les terres sont vraiment, voilà, on peut avoir les terres sans problème. Alors qu'on sait qu'il y a un problème qui est lié au foncier. Donc, comment vous arrivez à résoudre ce problème-là? Parce que j'ai suivi un peu vos vidéos et aussi vos présentations où ils ont dit, bon, je sais pas la vidéo, dans la vidéo que j'ai suivie, on parlait un peu des donc, hectares que vous occupez en ce moment. Donc, je veux oui, savoir, oui, est-ce que ces hectares-là, vous avez acheté ces hectares ou encore c'est un héritage? Et si c'est pas un héritage, comment se fait l'achat de ces terrains-là en Afrique et particulièrement au Mali? Voilà. d'accord. Et le second, c'était un peu la gestion des fermes, de vos fermes Ok, agricoles. oui, Puisque lors de votre présentation, vous avez dit que vous êtes étudiant en master. Cela voudrait bien dire que sûr. non seulement vous êtes occupé à l'école et aussi à la ferme. Comment vous arrivez à gérer ça? Comment vous arrivez à concilier ces deux entités-là, études et la gestion de la ferme? Et aussi, D'accord, l'avant-dernier point, c'était comment vous arrivez à fidéliser ou encore à travailler avec votre staff ou employé. Puisque lors de la présentation, vous avez eu à mentionner le fait que c'est des personnes, souvent, ils peuvent venir aujourd'hui et puis bon, demain, c'est pas un contrat qui vous lie en tant que tel. Voilà, c'est pas un contrat qui vous lie, c'est généralement je veux dire, des journaliers. Donc, comment vous arrivez à travailler dans une telle atmosphère, vu que c'est pas des gens qui travaillent avec vous tout le temps? Donc, c'est ces quelques questions, voilà, remarques que j'ai énumérées que je voulais aussi avoir des réponses, si possible. Et excusez d'accord, aussi si j'ai été trop long dans la série des questions. Merci. d'accord. Donc, je peux répondre directement oui, hein, voilà. Allô, Oui, Mamadou. Oui, donc je pense que vous allez répondre au fur et à mesure parce que c'est la seule personne qui a signalé. c'est Et, d'accord. oui. Déjà, merci pour les questions assez pertinentes. Donc, pour un début, en parlant de politique, avec nos marchés de proximité qui sont dénommés Sougou Mobile, en fait, c'est que nous avons été réalistes avec euh, les défis de la société, en fait. C'est que quand vous avez euh, un projet, c'est que ce n'est pas de, de quitter, par exemple, en Europe en disant que, OK, je vais me lancer dans l'agriculture sans pourtant connaître à combien les gens sont prêts à acheter. Par exemple, là-bas, vous pouvez acheter la tomate en kilo, ou bien vous avez la possibilité de pouvoir acheter la tomate en demi-kilo, voilà, ou bien dans des paquets, et déjà, c'est leur réalité. Mais chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, puisque moi, euh, je suis malien et je suis ivoirien à la fois. Donc, vous allez voir que si vous partez chez les vendeuses au marché, c'est qu'on vend 100 francs tomates, tomates 200. Vous voyez que c'est un peu ce qui est plus réaliste. Mais si vous produisez en disant que vous allez, et vous faites une estimation, OK, je vais vendre le kilo à 500, 500, et que vous voyez en vente de kilos, c'est pas réaliste. Les gens, ils n'ont pas ce pouvoir d'achat. C'est réservé à un minimum de personnes dans la communauté. Donc, ce sont des projets quand même
qui peuvent marcher, mais voilà, qui ne sont pas assez réalistes face aux défis de la communauté. Quand même, nous, on a été réalistes par rapport à ça et dire que, OK, nos clientèles, ce sont les personnes qui ont des revenus assez moyens, modestes, pauvres. Donc, on les vend les produits au prix dont ils peuvent acheter, que ce soit viande, poisson, euh, les tomates. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons réfléchi et pouvoir développer des stratégies pour pouvoir vendre les produits le moins cher possible. Parce que si vous êtes dans une seule maillon, voilà, là quand même c'est un secret professionnel quand même que je partage avec vous. Si vous êtes dans un seul maillon, vous ne pourriez pas vraiment atteindre cet objectif-là. Et moi, avec nos produits Food Santé au début, on partait démarcher les grandes surfaces pour pouvoir distribuer nos produits et, et on voyait qu'ils étaient un peu réticents, que ce soit pour conclure des marchés avec eux, ça devenait un peu la calvaire et tout. Donc nous, vous voyez que tout ça nous a permis de pouvoir réfléchir, de pouvoir bâtir notre entreprise dans ce sens-là. Je crois que la question, cette partie, elle est répondue. Oui, oui, Euh, oui, oui. voilà. Maintenant, monsieur Mamadou, est-ce que vous pourriez me rappeler un peu la deuxième Oui, bon, étape? il a parlé de comment concilier Oui, les études c'était et puis le la, travail. la, non, la seconde question, c'était la problématique du foncier en Afrique. Ok, d'accord. Donc voilà, d'accord, merci. Maintenant, cette question reste assez problématique. C'est vrai que nous, notre objectif, c'est de pouvoir inciter le maximum de personnes à pouvoir entreprendre dans le domaine agricole. Mais maintenant, ce qui serait bien, c'est que tous les terres en Afrique sont occupées. Quand même, il y a des terres, selon les informations, qui sont bien arables, qui sont bien cultivables. Mais maintenant, ce sont des terrains qui appartiennent à des gens. Soit aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir venir acheter les terrains, ou soit de pouvoir faire des partenariats de location. Mais rassurez-vous qu'en faisant des partenariats de location, soyez sûr que ce soit des partenariats de longue durée, de par mes expériences, de longue durée, minimum 5 ans, maximum 10 ans, ou bien peut-être pour des premières 10 ans renouvelables, ou bien 5 ans renouvelables. Ça va vous permettre de pouvoir travailler et pouvoir mieux rentabiliser vos investissements. Parce que le second point dont j'ai parlé, qui est la location, soit si vous faites des locations en disant, OK, on va louer des terres, et que vous commencez à réussir avec vos plantations, et que le propriétaire de terrain qui n'était pas motivé à pouvoir cultiver la terre, voit que vous commencez à avoir beaucoup de profit par rapport à l'utilisation de ses propres terres. Il y a l'ego qui commence à jouer, et il y a cette mentalité de pouvoir vous faire quitter de son terrain, en exigeant beaucoup de choses et tout. Donc voilà, moi, j'ai été victime de ça à un moment parce que j'avais pas fait de contrat par rapport à les différentes activités que je faisais. Donc c'était des contrats verbaux et voilà. Donc quand même, c'était pas vraiment facile, hein. Donc maintenant, ce que moi je propose quand même, c'est que vous veniez, si vous avez les capacités de pouvoir acheter des terres, et c'est pas aussi, euh, vous pouvez avoir beaucoup de surface, mais peut-être ça va dépendre si vous décidez par exemple d'avoir des zones plus proches de la ville. Ça quand même, c'est assez colossal par rapport euh, au, au prix de la terre. Mais si vous voyez dans des zones rurales, quand même, vous pourriez avoir les terres assez facilement et moins cher possible. Voilà. C'était un peu la question, la réponse par rapport à la deuxième Mhm. question. Troisième question, c'est Oui, Oui, comment oui, concilier oui, les c'était études? Oui. comment vous arriviez à concilier vos études avec ce secteur et comme agro-business. C'est la Ok, dernière d'accord. question. Moi, avec notre équipe aujourd'hui, nous sommes 35 jeunes actuellement et dans 2 semaines, nous serons 45 personnes au sein de l'entreprise sur toute la chaîne de valeur. Euh, Au début, c'était pas facile, hein, parce qu'au début, je partais régulièrement à l'école. J'avais un calendrier quand même bien chargé, mais vous savez, l'entrepreneuriat demande des sacrifices. Avoir tout, on peut pas suivre tous les cours en même temps que les autres, peut-être qui n'ont pas d'autres activités, qui font seulement leur activité scolaire. Mais en tant qu'entrepreneur, souvent c'est pas facile, il faudra faire des cours de rattrapage. Et moi, j'en ai bien discuté avec notre établissement, voir comment est-ce que je peux avoir mes cours souvent en ligne, ou soit j'essaie de pouvoir rattraper les cours passés avec d'autres étudiants. Voilà un peu comment est-ce que j'essaie
de pouvoir faire ça. Et, une chose aussi qui me permet aujourd'hui d'avoir le temps un peu, c'était de pouvoir responsabiliser au maximum les employés au sein de l'entreprise. Actuellement, il y a un staff financier, il y a un staff des ressources humaines, un staff juridique qui sont là pour pouvoir nous accompagner. Ça veut dire que aujourd'hui, que je sois là ou pas, l'entreprise peut continuer à fonctionner de manière normale. Mais moi, quand même, en tant qu'entrepreneur, il faudrait que je suis obligé d'être là parce que c'est mon idée qui est en train d'être mise en valeur, bien sûr, avec l'appui de tout mon staff qui est là. Donc, il faudrait que je sois là en matière d'innovation, en matière de nouvelles stratégies, en matière de critique par rapport au projet pour pouvoir le mieux améliorer les différentes activités. Ok, merci beaucoup et bonne suite à vous, Monsieur Kanté. Ok, maintenant, Ok, la deuxième personne, Auguste. Il y a Oui, monsieur Auguste qui voulait poser une question ou deux. ok. ok. Bonsoir Excuse- d'abord, frère. ouais. Excusez-moi, en chinois, là, c'est Auguste qui a écrit comme ça. Oui, oui, Ouais, c'est oui. Auguste qui est grand. Auguste Percival. Ok, d'accord, je vois. Ok, Ok. merci. Vous pouvez... Alors, merci beaucoup pour ce partage-là. Vraiment, on a beaucoup appris. Merci Pour moi, ma beaucoup. question, c'est autour de deux points. Le premier point, c'est au niveau de votre personnel. Comment Oui, vous arrivez à gérer votre personnel? d'accord. Bon, d'abord qu'ils aient confiance en vous, Ouais, puis vous aussi, comment vous arrivez à la maîtriser, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, c'est votre question. le deuxième point, c'est au niveau de la transformation. Oui. Comme vous avez dit, vous transformez aussi les produits. Comment vous avez, bon, si possible, si peut dire ça comme ça, comment vous avez réussi à trouver la stratégie de transformation? Si vous avez fait des formations, ou bien si c'est possible d'apprendre avec vous. Voilà, c'est un peu les deux questions. D'accord. Donc, déjà, merci pour la question, Augustin. Ça fait plaisir. Voilà, donc maintenant, avec moi, mes personnels, comme je vous ai dit, c'est développer une entreprise, ça dépend aussi de votre état d'esprit et comment est-ce que vous vous comportez en tant que chef d'entreprise. Et que moi, je travaille avec des gens qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, qui sont deux fois plus âgés que moi, et dans des cas, et d'autres sont généralement mes grands frères, mes grands soeurs et tout. Donc maintenant, moi, c'est la mutualité. Quand vous venez, on est frères, on est sœurs, et moi, je partage la vision de l'entreprise avec vous et je, je vous fais des promesses en fait. Ces promesses, c'est que c'est pas des promesses lointaines, c'est de dire que tant que les conditions de l'entreprise commencent à s'améliorer, vous aussi vos conditions vont pouvoir changer sur le plan salarial, sur le plan d'autres avantages que l'employé peut avoir au sein de l'entreprise, surtout au niveau de la responsabilisation. Par exemple, si vous commencez un projet avec quelqu'un en disant que, OK, on va travailler ensemble dans le plan agricole, maintenant, c'est vrai que tu es salarié avec moi un peu. Donc, mais maintenant, mon objectif, c'est de travailler de 1 hectare à 10 hectares, de 1 hectare à 20 hectares. Mais maintenant, ça va demander beaucoup plus de moyens, ça va demander beaucoup plus de salaire, ça va demander d'autres employés supplémentaires. Et moi, je serai cette personne à pouvoir te responsabiliser, à pouvoir gérer tous ces personnels. Vous voyez que vous commencez à le responsabiliser déjà psychologiquement, à pouvoir faire de bonnes actions pour pouvoir avoir ces promotions-là. Voilà comment est-ce que moi j'essaie de pouvoir euh, rentrer un peu dans cette dynamique. Et déjà, c'est pas de lui promettre dans 10 ans, c'est pas de lui promettre dans 5 ans, c'est de lui promettre aujourd'hui et demain quand les choses commencent à changer et que vous aussi vous lui montrez que vraiment les choses changent. Voilà, voilà un peu comment est-ce que je me suis bien entretenu avec les employés. Et avec le volet transformation, moi, j'ai pas fait de formation sur la transformation agroalimentaire. C'est que j'ai joué la tête dure sur le plan agricole. Au niveau, là, à un moment, je voulais transformer les jus de betterave alors que les chercheurs dans les plus grandes écoles d'agriculture au Mali n'en avons jamais eu affaire à la production de ces jus. Je les ai approchés, j'ai dit, mais j'aimerais faire des jus de betterave, si vous pouvez m'accompagner. Ils disent, OK, nous,
ça serait difficile de pouvoir développer ces formules-là parce que nous, on n'a aucune expérience. Moi, je suis allé sur Internet, comment faire les jus, tac, 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 venir avec ma composition et mettre en place développer mes compositions et ça n'a pas marché au premier lieu. Une fois, j'ai fait des jus, j'ai apporté les premiers clients qui sont les personnes de ma communauté, les gens que je connais, qui m'ont encouragé, que continue, continue. Et là, j'ai fait un emprunt bancaire. Vous savez combien de temps j'ai fait pour avoir mon premier emprunt bancaire? J'ai fait une année derrière un banquier pour avoir 500 000 francs CFA comme premier financement, comme prêt. Donc maintenant, avec ce financement-là, le banquier disait, OK, Adama, c'est vrai, tu es un jeune courageux, on veut t'aider, mais il faut amener des garanties. Et personne n'était là pour pouvoir croire au projet, pour pouvoir supporter notre garantie à l'époque. Et maintenant, mais j'ai persévéré jusqu'à ce que j'ai eu cette garantie-là. Parce que j'ai une tante qui est commerçante, elle est ivoirienne, ouais, elle aime beaucoup l'argent, et voilà, elle se disait, j'ai cherché toutes les personnes de pouvoir m'aider, ils disent non, mais je suis parti voir cette tante qui a un sens dans les affaires assez développé, qui me dit, Adama, ok, moi je suis prêt à t'aider, hein. Voilà, on est parti voir le banquier, j'ai mon premier prêt, je viens, j'investis tout dans la production des jus. Et soyez-en sûrs que 2 semaines plus tard, un prêt qui était contracté sur 8 mois, chaque mois je devais rembourser, boum, les formules de production qui ont été développées n'étaient pas adaptées et la conservation n'était pas bonne à l'époque. Donc ça fait que les, les jus commençaient à se fermenter et c'était dans des bouteilles en verre parce qu'on voulait produire des jus naturels. Et dans des bouteilles en verre, on me dit, j'ai produit dans un laboratoire. C'était pas une unité de transformation, mais ces laboratoires offraient la possibilité à des jeunes qui voulaient transformer de pouvoir venir et de pouvoir vraiment euh, faire ces produits, transformer ces produits et ensuite voilà, les vendre. C'est des périodes temporaires qui vous êtes données pour que chacun puisse avoir accès au laboratoire et transformer. Moi, j'ai fait ma production sur 2 semaines déjà. On m'appelle dans le laboratoire, on dit Adama, viens voir ce que tu as fait. Donc moi, je viens, je dis qu'est-ce qui se passe. On dit rentre voir ce que tu as merdé dedans. Donc je rentre et je vois que les jus de bouteilles explosés en verre. C'était plus de 800 à 900 bouteilles comme ça. Donc on me dit Adama, c'est toi qui as fait ces jus. J'ai dit oui. Qu'il rentre chercher tes bouteilles. Moi, je me suis dit, est-ce que je vais pas appeler les sapeurs-pompiers? Parce que ça serait mieux. Eux, ils ont des protections pour pouvoir vraiment euh, ramasser toutes ces bouteilles en verre là. Parce que moi, je n'étais pas protégé, j'avais rien comme lunettes, comme voilà. Je pouvais être blessé à n'importe quel moment. Donc je me suis dit, mais si je fais cela, mon projet sera euh, mis sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a un jeune entrepreneur qui est en train de faire un mauvais produit. Donc, ça n'a pas représenté une bonne image de mon entreprise. Donc moi, je suis rentré avec tout ce risque que je prenais. Je pouvais être blessé, mes yeux n'étaient pas protégés et tout. Donc je suis rentré, j'ai ramassé tous ces jus-là et je suis parti déverser les jus et les bouteilles. J'ai tout perdu en fait. Donc tout ça m'a aidé à pouvoir mettre en place et à pouvoir un peu me structurer par rapport à tout ce qui est investissement, avoir de l'expérience dans le développement de nouveaux produits, sur la conservation, sur la composition et tout ce qui va avec. Donc nous sommes en train de lancer notre volet de formation qui est Agri Academy, au travers de laquelle les membres de la diaspora peuvent avoir accès à la plateforme pour pouvoir échanger de vive voix avec des coachs qui vont les parler des expériences réussies sur le plan agricole. Et quand je dis plan agricole, il y a la transformation, il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a la transformation, même voir comment est-ce qu'on peut développer des systèmes de distribution quand même assez rentables par rapport à ça. Donc peut-être que si nous développons ça, on devrait être du contractuel pour échanger par rapport à cette situation. Ok, il y a M. Aïssan qui voulait poser une question aussi. M. Aïssan, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup mon frère pour cette présentation. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup aussi. Ma question est la suivante. Comment procéder pour la conservation de vos produits? C'est-à-dire après production, comment est-ce que vous faites pour conserver les produits, ces produits-là, c'est-à-dire le stockage? Et j'aimerais aussi savoir comment est-ce que vous vendez les marchés de vos produits. Parce que généralement en Côte d'Ivoire, souvent on produit en quantité. Vous voyez, on produit en quantité et pour la vente, c'est vraiment difficile. Oui, c'est difficile. Je prends pour exemple euh, le, le manioc. Le manioc, il y a certaines périodes où ça manque totalement sur le marché.
là, ça marche bien. Mais lorsqu'il y en a en abondance, c'est très difficile de commercialiser. J'aimerais savoir si vous vendez en détail seulement ou bien vous avez des sociétés aussi auprès desquelles vous vendez. Puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a des sociétés, lorsque vous produisez vos produits, vous pouvez signer un partenariat, vous finissez net, vous le vendez directement. Voilà mes questions. Merci. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question. C'est une question très, très pertinente. C'est que nous, aujourd'hui, dans notre dynamique, nous ne produisons pas. Auparavant, on produisait pour pouvoir négocier les marchés avec des entreprises. Mais avec les marchés de proximité, nous ne produisons pas pour vendre à d'autres entreprises. Nous produisons pour notre unité de transformation, pour notre chaîne de distribution. Tout ce qui peut être transformé, on le transforme. Tout ce qui peut être distribué comme produit frais en moins de 2 jours, 3 jours, nous les commercialisons. Et les produits restants non commercialisés sont retournés au niveau de l'unité de transformation pour pouvoir en faire d'autres dérivés assez rentables. Alors avec la tomate, si on donne la tomate à un vendeur au niveau de nos marchés et que le ravitaillement se fait chaque 2 jours et qu'il a des méventes peut-être dues à des produits qui sont tachés ou bien qui commencent à rentrer dans cette période défectueuse, au lieu qu'elles le pourrissent, on les transforme en pâte de tomates rouges, voilà, qui sont revendues dans nos mêmes marchés de proximité. Vous voyez. Et aussi, j'ai dit qu'il y a ce moment où il y a abondance, où il y a ceci, où il y a cela. Et maintenant, moi, je vous ai partagé cette idée de pouvoir vous spécialiser dans les cultures, de ne pas produire parce que les autres produisent, mais d'avoir des calendriers de production pour pouvoir mieux rentabiliser le secteur agricole. C'est simplement ça. Et nous, dans nos différentes formations que nous allons mettre en place, c'est que ça soit au Mali ou dans d'autres pays, je sais qu'avec ces produits qui s'achètent chaque jour dans tous les pays, j'en suis sûr et certain que ça va marcher. Ce sont des opportunités de structuration des business dans le secteur agricole. Voilà, quand même, si vous voulez vous lancer dans la production, c'est pas de pouvoir dire je vais produire la tomate, le piment, l'aubergine, la salade en même temps. C'est de dire, ok, je vais produire la tomate uniquement sur toute l'année. Ou soit je vais produire la tomate et le piment et de connaître un peu les différentes variations et voilà, au sein des prix et pouvoir vraiment mieux vous en sortir financièrement. Voilà un peu. Je sais pas si vous êtes satisfait de la question, de la Ok, réponse. Si vous n'êtes pas, ça va, merci, merci, merci. d'accord. Une autre question? Il y a une dernière question. Bon, on va prendre cette question puisque vous êtes occupé et on ne pourra pas prendre. À la fin, il y a quelqu'un qui demande si vous avez des plateformes, une plateforme ou bien un site internet là où ils peuvent peut-être avoir accès à vos différents produits et d'autres choses, ou bien s'il y a des prospectus ou des flyers et autres. Voilà. Si vous avez Bon, ces... ok, donc notre site web et notre site de formation, c'est cneinvest.com. Elle sera disponible normalement en fin de semaine prochaine. Voilà, elle sera disponible en fin de semaine prochaine. Et voilà, plusieurs personnes pourront se connecter et voir tout ce que nous faisons au sein de notre entreprise. Ok. Donc, Monsieur Camara, vous pouvez poser votre question. Vous avez la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Monsieur Camara. J'aimerais savoir, en fait, j'ai bien entendu tout ce que vous avez développé et je vous félicite pour votre courage déjà parce que c'est pas vraiment facile, surtout étant en Afrique. Donc, j'aimerais savoir quels sont les problèmes que vous rencontrez au quotidien en tant qu'un entrepreneur. Ça, c'est les problèmes que vous rencontrez au quotidien, en fait. D'accord. Là, Pardon? c'est la question. Oui, oui, ça, c'est la première question. Ok, la seconde question, quel est le secret de votre réussite dans votre entreprise? Est-ce que tu vois, qu'est-ce qui vous différencie des autres, au fait? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a apporté à cette réussite que vous avez aujourd'hui, au fait? Ce sont les deux D'accord. questions que je vais vous poser, au fait. Merci bien. D'accord. Là, quand même, ce sont des très belles questions. Maintenant, on va commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'était au niveau de la réussite. Je dirais pas que
Le succès, par exemple, je vais le définir comme ça, n'a pas d'autre clé que le travail, le courage, la persévérance. La persévérance. Il y a souvent, il arrivait souvent que moi je faisais des mois de stress dus à ces activités que je menais en fait. Donc souvent c'était pas facile, surtout avec le financement du banquier qui était parti en l'air et que tous mes produits sont gâtés. Et ce jour même en retournant, j'ai fait un accident. Donc ça fait que j'ai fait un stress pendant plus de 2 mois en fait. J'étais là à ne rien pouvoir faire, pouvoir continuer. Voilà. Donc c'est que je me suis dit, bon, euh, voilà, donc ce ne sont que des étapes, ce ne sont que des, comment on appelle ça, ce ne sont que des difficultés qui doivent me permettre de pouvoir un jour partager mes expériences. Donc normalement, je ne dois pas abandonner. Et voilà comment est-ce que moi, je pense. Et l'un des facteurs quand même qui m'aide encore aujourd'hui, c'est surtout la positivité. Même quand les choses ne vont pas bien, je me dis non. Ou bien quand je vois des choses qui peut-être d'autres vont le prendre pour pouvoir le faire de très grands débats, de sujets très, très problématiques, en fait. Moi, je vois des opportunités dans ça. Je dis, OK, c'est vrai que cette situation ne va pas, mais dans un mois, dans 2 semaines, cette situation, on peut le tourner dans cette condition si vraiment on essaie d'adopter, ou bien on essaie de partir comme ça, ou bien si on essaie d'orienter nos objectifs comme ça. Donc, c'est surtout la persévérance, des batailles au jour le jour. En fait, l'environnement ne favorise pas trop l'entrepreneuriat. Il y a des problèmes familiales qui sont là et tout. Donc, il faudrait s'adapter, il faudrait jouer la tête dure pour pouvoir avancer. Et surtout, la positivité, quelle qu'en soit la situation. Voilà. Maintenant, la première question, c'était de, de voir c'était le défi de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le défi de l'entrepreneuriat, tout d'abord, ce sont des problèmes de financement parce que je vois que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans l'agriculture ou veulent se lancer dans d'autres secteurs. Généralement, ce sont les gens qui finissent déjà les études et en dehors d'avoir de l'emploi, ils veulent entreprendre. Mais entreprendre, c'est que ça demande des moyens. Et si vous n'avez pas ces moyens-là, souvent il faut se les créer, mais il faudrait que aussi dans nos politiques, dans les politiques de développement des États, que nous ayons en fait des facilités d'accessibilité aux terres, au financement et aux accompagnements techniques et technologiques pour pouvoir vraiment avancer. Et aujourd'hui, on voit que c'est un challenge qui reste là. Et moi-même, il y a des compétitions. C'est vrai que je participe à des compétitions pour mobiliser des financements par rapport à notre projet. Mais sur le plan national, j'avais carrément décidé pour soutenir d'autres jeunes qui veulent entreprendre, de ne pas faire des recherches de financement. Parce que aujourd'hui, le défi est là. Les États connaissent, les différents partenaires connaissent. Donc, c'est vrai, ne donnez pas au moins des, des financements euh, pécuniaires aux jeunes, mais donnez-les au moins des matériels pour voir quels sont les jeunes les plus courageux qui veulent travailler en fait. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup ces freins-là qui sont là. Donc moi, j'ai décidé carrément de renoncer à beaucoup de financements pour dire que non, les jeunes ne méritent pas d'être en compétition pour avoir un financement pour créer de l'activité et de l'emploi pour d'autres jeunes. Parce qu'aujourd'hui, voyez voir, moi, dans 2 semaines, on sera 45 personnes. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres jeunes aussi qui avaient des mêmes idées ou bien qui voulaient faire d'autres activités, mais qui allaient avoir même ces mêmes taux d'employabilité, par exemple, que nous faisons au sein de notre entreprise? Est-ce qu'on a besoin de lancer un appel à financement que 200 jeunes postulent et que ils passent tout leur temps à pouvoir remplir des dossiers dont ils ne seront même pas sélectionnés pour pouvoir avoir des fonds, juste pour avoir 5 millions. On met en compétition 200 entrepreneurs et vouloir prendre cet entrepreneur à ce capital. Et maintenant, il essaie de développer son entreprise avec ça. Et il vient dire entreprendre à zéro, c'est possible. Entreprendre avec avec pas de moyens, c'est possible. Moi, je dis, si j'ai pu commencer avec 10 000 francs CFA, je me battrai à ce que les autres jeunes puissent avoir l'opportunité d'avoir des fonds d'amorçage, même si ce n'est pas financier, au moins ils aient accès à des terres.
ceux qui sont dans le domaine numérique, qu'ils aient accès à des machines, qu'ils aient accès à des formations et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu, moi, mon challenge aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur pour pouvoir vraiment contribuer, faire ma part à pouvoir relever ce défi. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je gagne des financements de 50 millions, 100 millions pour pouvoir développer au maximum mon entreprise, c'est que c'est vrai, je peux être un modèle parce qu'à un moment, c'est vrai, l'entreprise a besoin de financement pour pouvoir évoluer. Mais tout le temps, je peux chercher des financements avec des partenaires gagnant-gagnant, mais pas que je sois cette personne qui va être dans des compétitions avec des milliers de jeunes qui ont postulé pour avoir 5 millions pour pouvoir financer moi seul mon projet. Et eux, ils vont rester là à pouvoir attendre des financements, en fait, encore à pouvoir retenter encore leur chance, alors que ils ont la possibilité d'avoir des matériels et tout pour pouvoir faire avancer leur projet. Ok, merci beaucoup. Mais pardon, on va prendre au moins 5 minutes. Il y a une personne qui veut poser, qui veut dire quelque chose. Pardon, je sais que on a vraiment pris un peu de temps, mais juste 5 à 10 minutes. Oui, Mel, vous avez la parole. D'accord, merci. Euh, je souhaite, ce n'est pas une question en fait. Ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite remercier euh, notre jeune frère qui aujourd'hui est devenu une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Déjà, vous connaissez l'idée que nous avons de l'Afrique, mais à travers notre échange aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a encore de l'espoir en Afrique, car son histoire est vraiment, vraiment inspirante. Et ce que je voudrais dire à notre frère, c'est déjà grand merci de partager votre expérience avec nous, ce que nos aînés ne font pas. Si aujourd'hui nous sommes encore à ce niveau, bloqués à ce niveau, c'est parce que ceux qui ont réussi ont caché beaucoup de choses. Voir un jeune frère aujourd'hui aussi ouvert, vous êtes loin au Mali, mais vous avez la volonté de partager votre succès avec les autres, qui pour d'autres, c'est comme appeler d'autres compétiteurs sur le marché. Mais vous ne voyez pas ça comme ça, mais vous partagez, vous encouragez beaucoup de jeunes à aller dans le même sens que vous. Déjà, je souhaite vous remercier pour cela et puis aussi vous demander de ne pas vous arrêter, de continuer à nous inspirer chaque jour et que nous espérons dans l'avenir pouvoir travailler ensemble. Vous êtes une source d'inspiration, peut-être vous ne le savez pas, pour beaucoup de jeunes. Et puis, je vous souhaite un succès illimité dans vos projets. Et puis, nous nous verrons en Afrique certainement. Je souhaite vraiment arriver au Mali, prendre de votre intelligence et de votre sagesse parce que vous êtes plein de sagesse pour votre âge et puis que le bon Dieu vous comble et puis du courage et rendez-vous au sommet. Merci. Merci beaucoup pour les encouragements, ça fait vraiment plaisir. Et c'est normal pour moi de pouvoir vraiment faire cela parce que aujourd'hui, il y a tant de désespoir que moi, je peux pas vraiment supporter. Personnellement, la jeunesse africaine, en fait, c'est pas que nous ne sommes pas travailleurs. Vous avez vu l'esclavage, nous avons pu supporter tous ces défis jusqu'à arriver aujourd'hui, dès que nous sommes des gens réveillés aujourd'hui. Et maintenant, c'est vrai que nous avons cette génération de, de parents, d'aînés qui ont passé, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir partager quand même au maximum ce qu'ils faisaient. Mais nous, quand même, euh, aujourd'hui, que je sois au Mali et que Sougou Mobile soit représenté dans d'autres pays d'Afrique et que ça emploie d'autres personnes, ça a un impact. Ce pays gagne, je gagne, tout le monde gagne et ce sont des expériences et que d'autres peuvent s'inspirer aussi de ces différentes expériences pour pouvoir mettre un autre circuit encore plus intéressant. Donc c'est normal aussi pour moi de pouvoir vraiment partager et le faire. Voilà, c'est ma contribution pour le continent africain.
Merci. Merci infiniment, chef Kanté. Merci infiniment parce que c'était vraiment pas évident et vous avez vraiment fait le paquet. Mais moi, j'ai juste